On est en début d'une semaine mouvementée et ce lundi, nous rencontrons le patron du GIM UEMOA, la structure en charge d'assurer le développement de l'utilisation des moyens électroniques dans les transactions financières au niveau de la zone UEMOA, M. Minayenyan Koulibaly. Doté d'une expertise internationale en Afrique de l'Ouest, centrale et australe, il cumule plus de 25 années d'expérience au cours desquelles il a piloté des croissances significatives du chiffre d'affaires et renforcé la compétitivité des organisations où il a exercé. Véritable passionné de monétique, il est à la tête du GIM UEMOA depuis mars 2020, où il s'évertue à promouvoir et à catalyser la co-innovation entre les acteurs du système monétaire de la zone. Bonjour, M. Koulibaly. Ça va? Ça va. Et vous, comment allez-vous? Ça va. On sait que vous êtes un fils du pays. Mais qu'est-ce qui vous amène à Abidjan aujourd'hui? Mais on a une mission à Abidjan pour cette semaine. Abidjan et à Dakar. C'est vrai que vous êtes ivoirien, mais c'est laquelle des villes vous préférez? Naturellement, à Abidjan. Ah, en tout cas, Abidjan est la plus belle ville du monde. Donc, on va vous accueillir ici. Merci. Donc, bienvenue encore à Sika Finance. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir. Et vous êtes le directeur général du GIM UEMOA. Donc, ça, c'est l'abréviation, mais c'est Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est bien ça, j'y suis arrivée. Ouais, c'est juste. On va vous demander à l'entame de notre échange de nous parler de monétique, oui, parce que c'est un terme quand même qui est assez clé dans l'institution que vous dirigez. Si vous devez nous expliquer simplement la monétique, de quoi il s'agit? La monétique, c'est dans le mot monétique, vous avez, je dirais, il faut entendre monnaie et tic. Donc c'est, je dirais, l'application des technologies aux instruments de paiement qui permettent de faire déplacer l'argent, créer le mouvement de l'argent d'un endroit à un autre, de notre compte vers le compte du commerçant ou de la banque vers soi-même. Et c'est tous les dispositifs mis en place pour assurer ce mouvement-là qu'on regroupe sous le vocable de monétique. Ok, vous avez dit monnaie et tic. Est-ce que monnaie c'est pour monétaire? Est-ce que tic c'est pour informatique? Bon, oui, bien sûr, parce qu'au fond, la monétique, c'est la technologie appliquée à de la monnaie qui se retrouve dans des instruments de paiement. Voilà. Donc, l'instrument de paiement permet d'avoir accès à l'argent, à notre argent. Et cet argent, on le déplace. Effectivement. Voilà. Donc, principalement, nous allons revenir sur la mission du GIM UEMOA. Quel est le rôle de votre institution dans l'écosystème financier régional? Le GIM UEMOA a été créé en 2003 à Abidjan. 22 ans déjà. Ouais, 22 ans que nous existons. Et son rôle essentiel, c'est de promouvoir les transactions électroniques en termes de transactions financières. En tout cas, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on fait dans le quotidien comme achat, qu'on puisse le faire électroniquement. Électroniquement, ça ne veut pas forcément dire par carte bancaire ou bien c'est quand même un outil clé? Ça ne veut pas dire forcément par carte bancaire. Okay. Mais disons qu'au moment où le GIM est né, l'instrument de paiement qui était le plus en vue, c'était la carte bancaire. Et c'est l'instrument, je dirais, le plus international. Donc, qui repose sur des standards connus de partout. Et donc, du coup, l'image s'est confondue à la carte. Effectivement. Mais nous ne sommes pas nés que pour faire la carte. On doit mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour promouvoir l'usage de l'électronique ou des moyens de paiement électroniques dans nos transactions quotidiennes. Et donc, on le disait, ça fait déjà 22 ans que l'institution existe. Quel impact vous pensez le GIM UEMOA a permis de produire en termes justement de développement d'instruments autres que la carte bancaire, parce qu'on a compris avec vos propos, quel impact le GIM UEMOA a permis d'avoir en termes de développement de services monétiques de façon générale au sein de notre zone? Disons que dans notre bilan sur les 22 ans, nous avons essentiellement travaillé sur la carte. Nous avons instancié une carte pour la région, ce qui est déjà bien. Ce qui fait que nous avons une carte valide pour la région. D'accord, quand vous dites une carte pour la région, quand on entend par carte pour la région, est-ce que ça veut dire que si je suis en Côte d'Ivoire, que j'ai la carte GIM par exemple avec ma banque, c'est une carte que je peux utiliser au Sénégal, etc. Qu'est-ce que ça signifie une carte pour la région? La carte GIM est valide dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc vous pouvez l'utiliser pour retirer de l'argent, vous pouvez l'utiliser pour faire des paiements dans les 8 pays de l'UEMOA. Et les spécifications sont celles du GIM.
C'est le GIM le schéma de paiement a défini les spécifications autour de cette carte. J'entends par spécification tout ce qu'il y a à faire en termes de gouvernance entre les émetteurs. Ce n'est pas le GIM même qui émet la carte. Effectivement. Le GIM définit les conditions et les règles et les spécifications techniques pour émettre la carte. Et ensuite, on agrée des émetteurs. Donc, les banques qui sont les agents agréés par la Banque centrale émettent la carte suivant nos recommandations et nos spécifications. Ok, donc si on veut comprendre au cours de ces 22 années, c'est essentiellement la carte bancaire qui a vraiment été développée. C'est un des dispositifs, mais ça ne suffit pas. Vous avez parlé de la région, mais est-ce que c'est valable aussi dans les autres pays? Pas forcément. Pour l'instant, la carte GIM, telle qu'elle a été conçue et telle que les règles de gouvernance ont été établies, nous avons décidé que la carte soit régionale. Donc, elle ne fonctionne que dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc, si vous avez votre carte GIM, vous ne pouvez pas l'utiliser hors de l'UEMOA. Donc, c'est essentiellement dans les 8 pays. Les 8 pays de l'UEMOA. Donc, si on part par exemple en France, on ne peut pas utiliser la carte GIM. Si vous allez même au Ghana, tout près, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous allez en Guinée-Conakry, qui est un pays hors UEMOA, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais pourquoi justement les 8 pays, on est focalisé sur les 8 pays pour cette étape? Est-ce qu'on prévoit aller dans les autres pays? Pourquoi seulement les 8 pays? Dans la vie, on va étape par étape. Okay. Voilà. On a commencé par là. Et aujourd'hui, nous travaillons ardemment à élargir le champ d'utilisation de la carte. Et pour le faire, on a utilisé comme critère les mouvements sociologiques des populations de l'UEMOA. Les populations de l'UEMOA se déplacent dans des sphères. Donc nous essayons de suivre le corridor créé par le mouvement des populations de l'UEMOA. Donc on va dire, plus elle se déplace dans une zone, cette zone-là sera privilégiée pour l'utilisation de la carte GIM. Naturellement, parce que bon, on ne peut pas se lancer tout azimut dans l'ouverture de corridors d'acceptation de notre carte. Et on le fait parce que la carte a d'abord une fonction d'inclusion financière. J'entends par là, la carte GIM est faite de telle sorte qu'elle soit accessible à tout le monde en termes de coût. Elle ne coûte pas cher, ni pour les émetteurs. Une banque qui émet la carte GIM dépense très peu. Et donc, la carte peut être très rentable pour elle. Et cette carte, celui qui acquiert la carte également, ça ne lui coûte pas cher. Ce n'est pas nous qui fixons les prix, mais on encadre les prix quand même et on recommande des prix aux émetteurs. Mais elle coûte relativement moins cher et ce qui fait qu'elle est accessible de tous. Et comme les populations se déplacent également, nous veillons à ce que dans leur déplacement, cette carte soit toujours disponible. Après, les populations ont le choix. Voilà. Et avoir le choix, c'est la base de la liberté. C'est sûr. Et vous avez parlé d'un terme qui est essentiel dans notre zone. Vous avez parlé d'inclusion financière. Oui. Quelles sont les actions que le GIM UEMOA mène justement dans ce sens, dans le sens de l'inclusion financière, d'autant plus qu'on sait que le taux de bancarisation de la zone est en dessous de 25%. Quelles sont les actions que vous menez pour les populations non bancarisées ou sous-bancarisées? Nous avons tout un programme pour l'inclusion financière et nous considérons au GIM que l'inclusion financière est une opportunité. C'est une opportunité parce que les actions d'inclusion financière permettent d'élargir la base des utilisateurs des instruments de paiement. Et donc, pour nous, c'est un chantier stratégique. Et pour cela, nous avons conçu un programme qu'on a dénommé GIM Trilogie. Trilogie parce que le programme se déroule en 3 phases. La première phase, c'est le GIM Vocation. Donc, c'est susciter des vocations au niveau de, je dirais, des élèves du second cycle, des lycées et collèges. Vous voulez parler de l'éducation financière? De l'éducation financière, mais l'éducation financière tant au niveau de nos enfants, mais aussi de l'éducation financière des populations, notamment des acteurs économiques de l'informel. Et à ce sujet, nous avons déjà mené plusieurs actions. Nous avons contribué à travers des ONG. Nous ne le faisons pas directement. Okay. Nous travaillons à travers des ONG. Et c'est le deuxième volet. Le deuxième volet qu'on appelle GIM Active, c'est d'activer l'éducation financière à travers des structures qui existent dans la société civile, notamment les ONG. Et nous amplifions leurs actions. Elles ont décidé librement de travailler dans le domaine de l'éducation financière. Nous venons ajouter notre grain de sel à leur action
pour qu'elles puissent être plus performantes dans leur éducation. Quelles sont les actions justement concrètement à ce niveau-là, au niveau des actions menées par les ONG? À titre d'exemple? Nous avons contribué à former 100 femmes de la commune de Koumassi. Donc, qui sont dans le secteur informel? Oui, ce sont des femmes vendeuses dans les marchés de Koumassi. Okay. Elles sont organisées et à travers leur association, une ONG les a identifiées et nous a soumis un programme et dans lequel elle avait besoin de moyens pour organiser la formation de ces femmes-là autour de la gestion financière de leur activité. Cela a été fait sur 2024, pardon, et ça aboutit à un résultat très probant. À ce jour, 12 de ces femmes ont bénéficié d'un crédit pour la première fois de leur vie d'une microfinance. Okay, donc vous faites quand même dans le suivi aussi. Oui, on fait dans le suivi. Ce n'est pas juste la formation, mais vous arrivez à les suivre pour voir véritablement l'impact que ces formations produisent. Parce que l'éducation qui leur est donnée permet de leur expliquer c'est quoi la gestion financière de leur activité. Okay. Qu'est-ce qui est important pour ces dames dans leur travail? Okay. Par exemple, une femme qui va au marché, si elle tombe malade, comment elle fait? Donc, ça veut dire que la santé est un élément important pour ces dames. Et l'ONG les aide à avoir des carnets de santé pour suivre leur santé parce que le premier actif de leur activité, de leur affaire, c'est finalement leur santé. C'est qu'elles se portent bien. Ensuite, quand elles vendent, comment elles doivent gérer cet argent. Et progressivement, dans les échanges et dans ces formations, nous découvrons aussi comment vivent ces populations, comment vivent ces acteurs. Parce qu'on a trop souvent tendance à croire que notre mode de vie à nous est universel. Nous vivons au mois. Le mois, à la fin du mois, on nous paye, on fait nos dépenses. Mais il y a des gens qui vivent au jour le jour. Ce qui est le mois pour nous, c'est la journée pour ces personnes. Donc imaginez une dame qui vient, qui se lève très tôt, à 4 h du matin, qui va s'approvisionner en vivres, qui vient les exposer dans sa place de marché. Elle doit payer la taxe du marché. Et dans la recette, elle doit aussi nourrir ses enfants et sa famille. Et dans la même recette, elle doit épargner. Ça, c'est un terme aussi, l'épargne. Vous l'épargnez. Donc, figurez-vous, la manière dont nous avons organisé les institutions financières, même s'il y a des microfinances, comment voulez-vous que cette bonne dame laisse sa place de marché pour aller faire le rang dans une agence de microfinance pour déposer son épargne? Elle ne peut pas. Donc, cela ouvre la porte à des solutions, je dirais, alternatives, qui parfois sont aussi des solutions de l'informel et qui peuvent présenter des risques. Donc, cette bonne dame ne se trouve pas protégée. Donc, c'est vraiment votre action. Vous avez parlé de trilogie, donc vous avez parlé de gym. Vocation, gym active, et le troisième volet, c'est gym innove. Je vous ai parlé de l'éducation. Lorsque ces bonnes dames sont formées, nous apprenons beaucoup sur leur mode de vie. Et le fait d'apprendre sur ces modes de vie nous permet de dire il faut qu'on analyse leur cinématique de vie et voir comment elles dépensent, comment elles épargnent, comment elles gagnent l'argent. Et tout ceci représente des cas d'usage. Et donc, comment faire pour que les solutions existantes prennent en compte leur mode de vie? Parce que les solutions qui existent aujourd'hui ne tiennent pas compte de leur mode de vie. Donc, vous allez, dans ce troisième volet, justement, développer des solutions adaptées. Adaptées, à partir des problématiques locales. Donc, ça fait les trois volets. Susciter des vocations chez les jeunes, parce que tout ceci ne peut se faire sans le capital humain. Effectivement. Donc, il faut que nos jeunes, nos enfants qui sont dans les établissements scolaires s'intéressent à l'industrie du paiement, aux technologies du paiement. Nous vulgarisons dans la partie vocation. Et quand on a suscité ces vocations, il faut des établissements scolaires pour les accueillir. Donc nous avons créé dans la partie active un réseau d'établissements scolaires que nous aidons, d'universités et de grandes écoles, que nous aidons à créer des filières dans les technologies, de telle sorte que les vocations suscitées trouvent un écho dans l'infrastructure d'éducation. Et nous créons par la même occasion, dans ce deuxième volet, le réseau d'ONG pour pouvoir toucher les personnes qui sont déjà actives en activité. Aujourd'hui, c'est les femmes. Au Sénégal, c'est les agriculteurs, c'est les filières agricoles. Cette année, en 2025, nous allons poursuivre et amplifier cela avec les corps de métier comme les menuisiers,
les plombiers, les mécaniciens, ces gens qui sont dans notre quotidien à nous, qui sommes dans les bureaux. Mais personne ne se préoccupe de comment ils gèrent leur activité. Et une activité ne peut pas se développer sans des fonds. Effectivement. Mais à quel moment ils auront accès à des fonds? Donc, c'est vraiment toute cette problématique-là que vous essayez d'adresser dans le volet Exactement. inclusion financière avec des partenariats privés. C'est ça. Mais aussi, est-ce que vous avez des partenariats publics que vous faites dans ce sens? Oui, mais déjà, avec les universités, les écoles, c'est des partenariats publics. Avec les mairies, c'est des partenariats publics. Et là, nous travaillons sur, après les femmes de Koumassi, les 100 femmes de Koumassi, nous travaillons sur les femmes de la commune du Plateau. 322 femmes qui sont sur différents marchés de la commune du Plateau. Vous allez intégrer dans le processus justement pour les aider à pouvoir être inclus financièrement. Voilà. Et dans le troisième volet, nous menons des études qui vont venir partir de leurs habitudes de vie pour voir comment on peut concevoir des solutions adaptées, endogènes. Adaptées à leur capacité intrinsèque et à ce qu'elles vivent quotidiennement. Exactement. On va parler maintenant des partenariats que l'institution a tissés avec Visa ou Mastercard. Quels sont les atouts de ces partenariats et comment ils peuvent favoriser le développement des services monétiques en Afrique? Mais nous sommes, le GIM est membre principal Visa et Mastercard depuis 2005. Et pourquoi le GIM, qui est aussi schéma de paiement, deviendrait membre principal, c'est-à-dire émetteur principal de Visa? C'est toute la démarche d'ouverture du GIM et de la démarche d'ouverture de la région. Le fait qu'on ait notre propre schéma de paiement qui naturellement développe une carte aussi, comme ces deux réseaux, nous estimons que nous devons rester ouverts et toujours laisser le choix aux populations. Et on s'est dit, les émetteurs, les banques doivent émettre ces cartes parce que certains consommateurs peuvent en avoir besoin et certains consommateurs ont les moyens de les avoir. Tout le monde ne peut pas s'offrir une carte Visa ou une carte Mastercard. C'est d'ailleurs pour ça que le schéma de paiement régional existe pour combler le gap entre ceux qui seront laissés pour côté parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir une carte Visa ou une carte Mastercard, ils peuvent au moins avoir une carte GIM. Mais ceux qui ont les moyens d'avoir une carte Visa, Mastercard et qui en ont besoin, ils doivent aussi l'avoir. C'est ça le sens de la liberté. Et pour ça, nous avons estimé que certaines banques, on ne peut pas laisser la capacité d'émettre du Visa et du Mastercard qu'à certaines banques ou qu'à certaines institutions financières. Il faut que toutes les institutions financières soient capables d'émettre une carte Visa, une carte GIM. Et pour émettre une carte Visa ou une carte Mastercard, il y a des conditions à remplir. Et ce qui est normal. Même pour émettre la carte GIM, il y a des conditions à remplir. Et donc, celles qui ne sont pas capables de remplir ces conditions par elles-mêmes, ou qui peuvent remplir les conditions, mais qui estiment que le marché n'est pas suffisamment grand pour engager ces investissements, nous, GIM, nous mutualisons le contrat de membre principal Visa et Mastercard avec ces banques. Donc, ces banques peuvent s'appuyer sur nous pour pouvoir émettre leur carte Visa, leur carte Mastercard. Parce que dans l'émission d'une carte internationale, il faut déjà avoir un compte, même la banque doit avoir un compte hors Afrique. Ces institutions imposent qu'il y ait un compte d'opération hors Afrique. Donc vous faites ce lien-là pour les aider justement. Voilà, on a mis en place tous les dispositifs qu'une banque devrait normalement faire. Donc nous avons un compte d'opération hors Afrique où nous demandons à tous ceux qui utilisent cette facilité de mutualiser, de cotiser pour qu'on mette l'argent dans ce compte. Vous mutualisez les coûts. On mutualise l'investissement pour émettre une carte Visa, pour émettre une carte Mastercard. Ce qui permet d'élargir et de démocratiser l'émission de ces cartes. Ces cartes, pour les rendre justement et pourquoi c'est important de démocratiser? Ça devrait permettre de baisser les tarifs. Parce que s'il n'y a que 5 banques qui émettent Visa, ces 5 banques et les clients des autres banques, justement, ne pourront pas, et ces 5 banques peuvent constituer un cartel. Donc nous veillons à ce que toute banque qui a reçu un agrément de la Banque centrale puisse émettre dans les semaines qui suivent une carte Visa, une carte GIM. Donc nous disposons de tout ce qu'il faut pour émettre une carte Visa. Et justement, cela va contribuer aussi à l'inclusion financière parce que finalement, plus de personnes pourront avoir accès à ces cartes-là. Exactement. On est dans un contexte de digitalisation des services financiers, mais de façon très accrue. Comment vous intégrez dans vos services la notion de cybersécurité?
La cybersécurité est importante. La sécurisation de toutes ces transactions est hyper importante parce qu'il faut que ce soit un environnement de confiance. Dans le numérique, les risques sont démultipliés. Et donc, il est important de prendre toutes les dispositions pour réduire les risques de fraude. Mais il n'y a pas la fraude zéro. Donc, nous faisons tout. Et il ne suffit pas de mettre des dispositifs techniques, il faut aussi sensibiliser. La sensibilisation est la clé. Donc, nous poursuivons ce travail inlassable et nous faisons tout pour que la région soit alignée sur les standards internationaux en matière de sécurité. Et à ce sujet, la Banque centrale a décidé il y a quelques années que toutes les banques se conforment à la norme PCI DSS, qui est une des normes en termes de traitement des cartes, la sécurisation des cartes. Et donc, aujourd'hui, toutes les banques ne sont pas encore PCI et nous encourageons celles qui ne le sont pas encore de tout faire. Mais beaucoup ont fait l'effort. Il y a d'autres dispositifs pour authentifier le porteur. Parce qu'avec la carte, on ne voit pas toujours celui qui utilise la carte. Et donc, il faut pouvoir se donner les moyens d'authentifier qui utilise la carte. Ça nous amène à des solutions qu'on appelle les 3D Sécu, donc où vous recevez un OTP, un code par téléphone ou par un autre moyen, et vous mettez ce code dans la transaction pour terminer la transaction. C'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 étapes. Oui, c'est un dispositif d'authentification du porteur. Il y a d'autres dispositifs que l'innovation a permis de développer, qu'on appelle la tokenisation. Donc, qui permet finalement de ne pas utiliser les paramètres de votre carte. Il y a 3 paramètres qui font une carte. Tout le reste, c'est une carte basique. Okay. C'est le numéro de la carte, c'est la validité de la carte et ce qu'on appelle le CVV qui est derrière la carte. Donc, ces 3 paramètres sont mis dans un algorithme pour générer un jeton. Okay. Et c'est ce jeton qui est utilisé dans les transactions. Donc, même si quelqu'un réussit à écouter les transactions ou à voir les transactions en clair, il ne verra jamais le numéro de votre carte. Okay. Il verra un jeton à la place. Et les paramètres de votre carte sont gardés en lieu sûr. Tous ces dispositifs vont arriver très bientôt sur le marché. Le GIM va construire ces infrastructures et est en train de construire cette infrastructure qui est vraiment le dernier niveau de la sécurisation du porteur. Donc, on va justement vous prendre les mots à la bouche pour vous demander quels sont les produits à venir, on va dire dans les mois à venir, que le GIM UEMOA compte mettre en place dans la zone UEMOA. Okay. Tout à l'heure, on a parlé de l'inclusion financière, la capacité que nous nous donnons de développer des cas d'usage, des solutions adaptées à nos pratiques. Une fois que ces solutions sont développées, il faut les rendre accessibles. Pour ça, nous avons mis en place une infrastructure de marché des services digitaux qui s'appelle GIMPay, dont le lancement a eu lieu le 26 novembre dernier lors du Salon monétique régional. Et si vous devez expliquer simplement GIMPay, qu'est-ce que vous direz? GIMPay, c'est comme un mall. Un mall, ok. Vous voyez les malls? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs boutiques. Il y a plusieurs boutiques. Oui. Et ceux qui viennent dans les malls, les boutiquiers ou bien les commerçants qui viennent dans les malls, ne se préoccupent plus du parking. Non. Ne se préoccupent plus de l'électricité. Non. Ne se préoccupent pas d'Internet, ni de l'eau. Ils ne se préoccupent plus d'attirer les gens. L'opérateur du mall s'occupe de tous ces aspects. Donc, il mutualise. Il ne s'occupe plus de la climatisation parce que c'est là. L'opérateur organise même des événements pour attirer les gens. Et l'avantage du mall, c'est que tout est fait pour que l'acheteur puisse acheter plusieurs choses au même endroit. Au même endroit, sans avoir à beaucoup se déplacer. Donc, le mall a pour vocation aussi d'accélérer la société de consommation. On consomme plus quand on va dans un mall. C'est sûr. Même ce qu'on n'a pas eu l'idée d'acheter, quand on arrive, ça nous donne on est tenté GIMPay, c'est le mall des services digitaux dans l'UEMOA. Et on ne pouvait pas mieux terminer. GIMPay est le mot des services digitaux au sein de notre zone. Merci, M. Koulibaly. Nous sommes sûrs qu'à l'issue de notre entretien, la mission, la vision, les perspectives du groupement interbancaire monétique de l'UEMOA ont été mieux comprises par les populations. Merci à vous.